Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour les rencontres de la Régalante. On va attendre encore quelques petites minutes et on va pouvoir démarrer. Alors, je vous propose que l'on commence. Donc, on peut commencer tranquillement et ce qui laissera aussi le temps aux suivants de pouvoir intégrer les rencontres. Donc, tout d'abord, bienvenue. Donc, nous sommes bien là le vendredi 6 février et pour les rencontres de la Régalante. Et on va démarrer avec quelques consignes. Alors, tout d'abord, donc, dans ce webinaire, sachez que vos micros et caméras sont coupés. Donc, voilà. Vous pouvez par contre poser des questions dans le chat du webinaire et on prendra le temps après chaque partie de répondre aux questions. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions de les poser bien dans le chat et on reviendra au moment de chaque pause après chaque partie. Et également, le webinaire sera enregistré et il sera disponible en replay. On vous transmettra par la suite le lien pour le replay. Donc, ce matin, nous allons faire ce webinaire à 3 voix. Donc, moi, je suis Elena Atianatou, je suis la coordinatrice de la Régalante et je travaille pour Ille-et-Vilaine Tourisme. Ce webinaire, donc, à 3 voix avec mes chers collègues Élise Bouillet, donc chef de projet itinérance pour Loire-Atlantique Développement, et Sophie Pencréache, chargée de mission en randonnée pour Ille-et-Vilaine Tourisme. Nous aurons également des intervenants, donc des professionnels comme vous, qui viennent parler de leur expérience, parler de leur projet. Donc, nous sommes à 3 voix, mais aussi d'autres voix qui interviendront au cours du webinaire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, une présentation rapide et générale de la Régalante. Donc, la Régalante que vous connaissez certainement très bien. Donc, c'est un nouvel itinéraire qui a été inauguré en mars 2024. C'est un itinéraire donc, qui part du Mont-Saint-Michel et qui va jusqu'à Nantes, qui traverse les territoires qui sont les vôtres, les territoires que vous représentez ce matin. Et donc, en termes de chiffres, de manière assez rapide et brève, donc, la Régalante, c'est 275 km d'itinéraire. C'est un itinéraire relativement court et du coup, du fait de sa longueur, c'est un itinéraire qui peut être praticable par le plus grand nombre. C'est un itinéraire qui a été divisé en 9 étapes, donc étapes relativement courtes aussi, puisqu'on va de 19 à 40 km pour les étapes les plus longues. Il est balisé, donc le balisage a été réalisé dans les deux sens et donc facile d'utilisation, facile à parcourir puisqu'on suit le balisage avec le logo de la Régalante. Donc voilà, le logo de couleur assez visible, on le suit sur le terrain et normalement, à quelques exceptions près, on se retrouve et on peut parcourir l'itinéraire dans les deux sens. L'itinéraire a peu de dénivelé.
Mais quand même, et on signale aussi quelques difficultés à considérer, notamment pour les débutants qui souhaitent se lancer dans une première expérience en itinérance. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des petites difficultés à prendre en compte. C'est un itinéraire qui traverse des centres-villes, qui traverse aussi des centres-bourgs, donc c'est intéressant pour la partie services qui sont disponibles dans ces centres-villes. Donc, voilà. Et en termes de voies, donc, on est à peu près sur du 50-50, donc 50% de itinéraires en site propre, donc sur voies dédiées seulement aux cyclistes et aux modes de déplacement non motorisés. Donc, il y a de la voie verte sécurisée et 50% de l'itinéraire passe en voie partagée, donc voie partagée avec les automobilistes. Pour la plupart, ce sont des voies peu fréquentées. Et d'autre part, pour l'information touristique, l'itinéraire passe par des zones, par des bourgs où il y a en fait des offices de tourisme. Donc, il y en a au total 12 offices de tourisme et bureaux d'information touristique. Voilà globalement les quelques chiffres et les quelques données de la Régalande qui donnent un peu une image globale de cet itinéraire. Et donc voilà, d'autre part, comment fonctionne l'itinéraire? Donc derrière l'itinéraire La Régalante, il y a un projet qui est mené depuis pas mal d'années par les territoires, les hommes et les femmes des territoires traversés par La Régalante. Et petit à petit, en fait, nous nous sommes rassemblés dans un comité, ce qu'on appelle un comité d'itinéraire. Donc ce comité, c'est une structure de pilotage du projet. Et c'est un comité qui permet de définir et qui coordonne les actions de développement et de promotion de la Régalante. Donc aujourd'hui, le comité réunit les représentants de tous les territoires traversés du nord au sud. Donc il compte 10 EPCI, les 3 départements traversés, donc la Manche, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, et également les agences départementales de développement touristique des trois départements. La coordination du projet est assurée par Ille-et-Vilaine Tourisme. Donc voilà, là vous avez une photo qui donne déjà une image du projet qui est la rencontre de plusieurs territoires et de plusieurs départements. En termes de mission du comité d'itinéraire, les missions principales, c'est d'animer le réseau de professionnels situés le long de l'itinéraire. Donc les professionnels, ce sont les professionnels du tourisme. C'est vous tous, les professionnels de l'hébergement, de la restauration, tous les professionnels en lien avec l'itinéraire. C'est également une des missions, c'est accompagner la qualité de l'offre, donc c'est sensibiliser aux besoins spécifiques des clientèles cyclistes et aussi accompagner vers la labellisation accueil vélo. Structurer aussi l'offre touristique, une offre touristique cohérente à l'échelle de l'itinéraire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de fonctionner en mode itinéraire et de pouvoir proposer quelque chose de cohérent sur l'ensemble de l'itinéraire. Il y a aussi une mission de valorisation, une mission de promotion de l'itinéraire à travers des actions de communication spécifiques à l'itinéraire et aussi des missions d'observation, d'analyse des données pour adapter l'offre grâce au retour des professionnels, donc notamment à travers le questionnaire qu'on a envoyé dernièrement, mais aussi avec d'autres données. Donc, évaluer en fait les besoins à travers ces retours et ensuite adapter l'offre à l'évolution aussi des usages et aussi aux besoins des cyclotouristes. Alors, en termes d'exemples, quelques exemples d'actions qui ont été menées jusqu'ici par le comité d'itinéraire. Donc, il y a eu la première étape et peut-être une des étapes très importantes, ça a été le balisage de l'itinéraire. Donc, avant d'inaugurer, le comité s'est attelé au travail de balisage de l'itinéraire dans les deux sens. Il y a eu aussi, bien sûr, en fait, avant le balisage, c'est aussi lui donner un nom, lui donner une identité, donc identité qui maintenant est reconnaissable. Et par la suite, donc en 2024, le comité d'itinéraire a également organisé l'inauguration de l'itinéraire. Donc, ça a été un événement sur 2 week-ends sur l'ensemble de l'itinéraire. Le comité d'itinéraire a également coordonné la création et la diffusion du dossier de presse auprès de la presse. Il y a eu des accueils influenceurs, la création d'une photothèque, donc photothèque commune, et la création d'une carte touristique. Voilà globalement quelques exemples de missions qui ont été accomplies jusqu'ici par le comité d'itinéraire.
Et de manière plus spécifique, donc vos contacts locaux dans chaque territoire, vous y avez accès, ce sont les offices de tourisme comme porte d'entrée vers le projet, comme porte d'entrée vers des informations spécifiques à la Régalante. Donc là, vous avez le contact des offices de tourisme de chaque territoire. Et donc voilà, ça, vous l'avez à disposition et ce sont un peu les portes d'entrée pour avoir de l'information sur la Régalante. Donc voilà de manière globale le fonctionnement interne de la Régalante. Alors de manière plus spécifique, si on doit faire le point sur le bilan 2025 en quelques données qui peuvent vous permettre d'avoir une petite une idée de ce qui s'est passé sur la Régalante en 2025. Donc tout d'abord des retombées presse. Donc en 2025, on a eu 37 articles dans la presse locale, nationale et étrangère, donc 37 beaux articles qui ont parlé de la Régalante. Alors, j'ai mis les plus saillants, puisqu'en fait, la presse espagnole a fait un très bel article sur la Régalante, donc je vous invite à les lire. Il y a eu également le Family Traveler dans la presse anglaise, qui, pareil, en fait, ça a été un journaliste qui est venu, qui a parcouru l'itinéraire et qui ensuite a détaillé vraiment son expérience dans un très bel article. La presse italienne aussi. Il y a eu cet été, ici à Armorique, qui a fait aussi un reportage radio. Et également aussi la presse locale qui a parlé enfin, de la Régalante. Donc, il y a eu des articles réguliers, notamment dans la presse locale. Euh, Côté presse, donc on a des articles comme ceci où on parle de l'ensemble de l'itinéraire. Il y a aussi la presse locale qui va faire des articles de manière plus spécifique sur certains tronçons de l'itinéraire. En termes de visibilité sur le web, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la Régalante n'a pas de réseaux sociaux propres, n'a pas de site internet propre, donc on fait une communication via d'autres canaux. Donc là, le comité d'itinéraire a financé une campagne web pour la Régalante via le site France Vélo Tourisme, donc le site national. Donc l'année dernière, du 28 mars au 13 avril, il y a eu une campagne web de 2 semaines qui a permis, avant le lancement de la saison, de présenter la Régalante et de renvoyer vers la page qui est dédiée sur le site France Vélo Tourisme. Donc vous voyez, en termes de retombées, ça représente 350 000 personnes touchées, des interactions à 9 000. Donc voilà, ce sont des chiffres qui permettent aussi d'atteindre une clientèle, une future clientèle de voyageurs à vélo sur la Régalante. De même, le comité d'itinéraire a également collaboré avec Gaëtan, donc Cyclo-Voyage avec Gaëtan, qui, pareil, lui, il est intervenu, il a parcouru la Régalante d'un bout à l'autre et il a documenté son voyage sur ses réseaux Instagram et Facebook. Donc là aussi, en termes de vues, on a sur ses publications des vues intéressantes. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Gaëtan, c'est qu'il vient de publier un livre, je vais le présenter un peu plus loin, sur son expérience de la Régalante. Il sortira aussi une vidéo où il retrace également son vécu sur cet itinéraire. Euh, Toujours en termes de bilan, donc on a à la fin de l'année dernière, on vous a adressé un questionnaire. Donc, c'est un questionnaire qui a été adressé à tous les professionnels touristiques à moins de 6 km de la Régalante. Donc, en termes de catégorie, voilà, hébergement, restauration, site de visite, agence de voyage, réparateur, loueur, petit commerce, producteur, agence de voyage. Et l'objectif avec ce questionnaire, c'est la deuxième année qu'on vous l'envoie, c'est d'évaluer la fréquentation de vos établissements, les retombées aussi pour vos établissements et vos besoins spécifiques. Donc, nous avons récolté 79 réponses. Dans les établissements qui ont répondu, 32% sont labellisés accueil vélo, 68% ne le sont pas. Et donc là, quelques chiffres, je vous donne quelques chiffres, mais vous pourrez, si vous voulez en savoir plus sur l'analyse de ce questionnaire, on pourra vous transmettre l'analyse complète. Donc, en termes de fréquentation, donc, vous, professionnels, vous avez jugé que c'était une fréquentation stable, voire en hausse par rapport à 2024. Des périodes d'affluence, donc les vacances d'été,
65% des répondants ont trouvé que le pic d'affluence était pendant les vacances d'été, jours fériés et les ponts du mois de mai, et aussi les vacances de printemps. Quant aux clientèles, bien sûr, majoritairement nationales, de manière plus spécifique locale, des régions limitrophes de la Régalante, mais aussi des clientèles internationales, anglaises, allemandes notamment, hollandaises, et aussi quelques clientèles américaines et australiennes. En termes de profil, donc ce sont des couples qui arrivent en profil majoritaire, des petits groupes d'amis et des familles avec des enfants. Dans le questionnaire, il y avait aussi une question sur les observations, les retours clients sur la qualité sur différents points en fait, de qualité de l'itinéraire. Donc, il s'agit là, bien sûr, juste de retours de clients. L'aspect positif, c'est que sur les critères présentés, bon, le retour est satisfaisant. Pour nous, c'est aussi des indicateurs sur les choses à améliorer, mais en tout cas, là où on est quand même sur les différents critères, les retours clients sont satisfaisants. Et un dernier chiffre qui était aussi intéressant à analyser, cette année, on a demandé aussi quel a été l'impact de l'accueil de cette clientèle cyclotouristique de la Régalante sur votre chiffre d'affaires 2025. Donc, quel pourcentage du chiffre d'affaires estimez-vous à la clientèle cyclotouristique? Donc, la grande majorité, c'était moins de 5% de chiffre d'affaires en plus depuis l'arrivée de la Régalante. On a du 25% entre 5 et 15. Et puis quelques établissements, mais ont connu en fait des progressions de chiffre d'affaires importantes. Donc il y a aussi des disparités entre le nord et le sud de l'itinéraire. On a Oui. une question, Elena, de Cynthia de la Gargate-Lému à IC qui demande pourquoi ne pas faire un site dédié pour la Régalante. Alors effectivement, en fait, la question du site dédié à la Régalante s'est posée. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que nous sommes un comité d'itinéraire avec un budget relativement restreint. Donc, le budget a été le premier frein. Et le deuxième frein, c'est aussi d'arriver à coordonner l'animation du site Internet parce que l'ancien site Internet, c'est un projet, voilà. Mais par la suite, il faut continuer de l'animer, il faut continuer de le nourrir en information et trouver le moyen de fonctionner en fait en tant que comité pour qu'en fait chacun puisse participer. Mais voilà, il y avait ces deux freins-là. Donc, frein financier tout d'abord, et ensuite d'arriver à mutualiser et coordonner en fait pour que le site soit animé en permanence. Mais je vais vous parler un peu plus loin. On a un projet de réseau social typique de la Régalante. Eh bien, c'était la deuxième question de Benoît Dalmard du Vent dans les rayons, qui fait de la logistique vélo et personnes sur la Régalante notamment, qui posait la question de quid d'un Insta ou d'un Facebook officiel. Donc, c'est une très bonne transition, je pense, pour la suite, Ça Benoît. arrive un peu plus loin, mais oui, effectivement, on y réfléchit et ça fait partie de nos projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout pour le moment. Merci. Alors, donc, voici le bilan 2025. Je vais vous présenter quelques projets 2026. Dans les projets, donc, l'ambition de créer un réseau des ambassadeurs de la Régalante. Alors, ce projet, il est dans, voilà, il a surgi l'année dernière, il a surgi après l'inauguration, puisqu'on a eu quelques situations où dans des communes, des commerces ont reçu la clientèle de la Régalante. Les clients ont posé des questions et en fait, étant donné que l'itinéraire était tout récent, mais en fait, les commerçants n'avaient pas forcément connaissance à ce moment-là de l'existence de la Régalante. Et donc, on s'est dit que ça serait intéressant justement en fait de créer un réseau, puisqu'en fait, les meilleurs représentants, les premiers représentants de la Régalante, ce sont les commerces locaux, ce sont les hébergements, ce sont les professionnels qui accueillent directement ces visiteurs à vélo. Donc le travail, ça a été fait par le comité d'itinéraire, mais l'idée, c'est aussi de créer un réseau, puisque les ambassadeurs, pour nous, ce sont les premiers interlocuteurs de cyclotouristes. Donc il était important que les premiers interlocuteurs
et l'information la plus actualisée et accès à de l'information pour pouvoir justement renseigner et accueillir au mieux ces visiteurs. Donc, le projet, c'est de rassembler des professionnels situés le long ou à proximité de la Régalante. Donc, il s'agira de cafés, de commerces, de producteurs, sites touristiques, réparateurs vélos, voilà, les premiers interlocuteurs des cyclotouristes. Et l'idée du réseau, c'est permettre de participer à améliorer la qualité de l'accueil, renseigner les voyageurs sur l'itinéraire. Donc, dans le cadre de ce réseau, le comité d'itinéraire fournira de l'information à mettre à disposition des cyclotouristes pour pouvoir éventuellement les conseiller et aussi incarner l'esprit de la Régalante, donc un tourisme à vélo convivial, ancré dans les territoires. Donc voilà, ça c'est un projet qui nous tient à cœur et sur lequel on va travailler au cours de l'année 2026, avec l'idée qu'un cyclotouriste s'arrête dans un café et qu'il puisse avoir à disposition de l'information sur l'ensemble de l'itinéraire, sur des hébergements, etc. Voilà, ça c'est un des projets. Bien sûr, dans les projets 2026, c'est de poursuivre le développement de l'itinéraire, donc poursuite du déploiement de la marque Accueil Vélo, continuer de sensibiliser les professionnels à l'accueil des cyclotouristes. Donc, cela se fera en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, on présente un webinaire, mais selon les besoins, on pourra organiser des rencontres, des éductours, avec l'idée de sensibiliser au mieux à l'accueil de cette clientèle spécifique de voyageurs à vélo. Nous allons aussi amorcer un travail sur les connexions avec les autres itinéraires et propositions de boucles depuis la Régalante, donc connecter des boucles à la Régalante, et aussi déployer de la signalétique de rabattement. Alors, signalétique de rabattement, c'est vraiment une signalétique qui permet de sortir de l'itinéraire, puisqu'aujourd'hui, on a un balisage qui permet de suivre la Régalante d'un bout à l'autre. Mais la signalétique permettra de sortir de l'itinéraire pour aller vers des centres-bourgs, vers des sites touristiques, vers des services. En 2025, le comité d'itinéraire a travaillé sur une fiche de préconisation technique. Donc, cette fiche, elle est à disposition des communes. Qui souhaitent poser cette signalétique de rabattement en sachant que la fiche préconise aussi des distances limites, donc voilà, au-delà de 3 km pour les services et pour les points d'intérêt touristique. Donc voilà, pour les communes qui souhaitent s'emparer de ce sujet, il y a une fiche de préconisation qui existe avec des préconisations techniques pour la mise en place de la signalétique de rabattement. En termes de communication, donc voilà, on y vient à la communication. Le projet, c'est de mettre en place des réseaux sociaux propres à la Régalante. Donc, on a une réunion de travail la semaine prochaine avec pour objectif pour 2026, c'est de créer, pour démarrer, une page Facebook, puisqu'effectivement, aujourd'hui, la communication web se fait via des campagnes web, comme on l'a vu tout à l'heure, se fait via les sites et les réseaux sociaux des différents offices de tourisme. Mais on sent qu'il y a le besoin d'avoir une présence propre à la Régalante sur Internet. Donc, au démarrage, ça va être une page Facebook. Donc, c'est une page qui va nous servir de test pour voir aussi, encore une fois, comment on va travailler en mutualisant aussi les informations et en gardant en fait une présence régulière et sur la page Facebook. Nous allons aussi collaborer avec des créateurs de contenu et micro-influenceurs qui touchent une clientèle de voyageurs à vélo en lien avec nos cibles. Donc jusqu'ici, on a fait intervenir donc des créateurs de contenu donc, avec des profils de cibles de clientèle, donc des hommes plutôt sportifs. Cette année, on va essayer de diversifier les cibles. Donc, vous allez voir, on se dirige vers des cibles féminines, la cible famille. Également, la Régalante sera présente au Festival international du voyage à vélo, donc qui se tient à Angers du 21 et 22 février 2026, donc à la fin du mois. Donc ce sera une première pour la Régalante dans un salon. Voilà. Et puis côté presse, donc on a vu que les retours presse, c'est une bonne visibilité, donc on va continuer de développer les relations presse. Donc on a un dossier de presse, donc continuer à le diffuser auprès de la presse locale, régionale et nationale. Et voilà pour les projets du comité d'itinéraire. Alors un autre projet qui concerne
L'itinéraire, mais dans sa partie Ille-et-Vilaine, va être présenté par Marine Gueltas, coordinatrice de la destination Rennes et les Portes de Bretagne. Marine, je te laisse la main. Oui, merci Elena. Bonjour à tous. Donc en effet, cette petite information là sur deux, trois slides concerne uniquement l'Ille-et-Vilaine, donc la partie bretonne de l'itinéraire de la Régalante. C'est pour vous informer qu'il y aura une réunion d'information le 12 février, un webinaire de 14h30 à 16h concernant un dispositif qui s'appelle Cabane Touche-Main, qui est une aide à l'acquisition d'hébergements légers, touristiques et adaptés aux visiteurs en itinérance. Donc c'est suite à... Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc c'est suite à un concours qui a été organisé l'année dernière auprès de concepteurs de micro-architecture. Il y a eu une douzaine de personnes qui ont participé à ce concours. Et donc, c'est le modèle que vous avez sous les yeux qui a été retenu par le jury. Et donc, ce modèle bénéficie d'une aide, d'un accompagnement de la région Bretagne à hauteur de 50%. Et pour toute personne éligible qui souhaiterait acquérir ce type de cabane pour héberger des cyclotourismes et de manière en général les personnes en itinérance. Donc, vous avez voilà, les critères qu'il faut valider. Il y a notamment être situé en Bretagne, en tout cas sur l'Ille-et-Vilaine. Le site d'implantation doit être situé à proximité d'un itinéraire cyclable. On est resté pour le moment, on est resté sur les 5 km qu'il y avait sur l'accueil vélo. Voilà, si vous êtes un peu plus éloigné, la demande sera analysée plus en détail. Donc c'est une cabane qui a usage touristique uniquement. On est quand même sur un modèle assez, voilà, c'est plutôt pour accueillir à la nuitée. L'hébergement doit être labellisé accueil vélo ou alors s'engager à le devenir. Et puis bien sûr disposer des pièces justificatives et notamment tout ce qui concerne l'urbanisme, s'assurer que le terrain sur lequel vous souhaiteriez implanter une cabane, celle-ci ou une autre, voilà, qu'elle soit bien éligible à l'implantation de ce type d'hébergement. Alors, je vois qu'il y a une question concernant le coût. Donc, il y a deux modèles de cabane. Il y a un modèle 2 places et un modèle 6 places. L'aide, elle vient sur le prix de la cabane, mais également la livraison et l'installation de la cabane sur le terrain. Donc, le prix sec de la cabane de mémoire est entre, on va dire, 10 500 pour la 2 places et pour la 6 places, il est de un peu moins de 20 000 €. Voilà, donc il y a un accompagnement à hauteur de 50%. Donc, cette réunion d'information, si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous y inscrire. Alors, peut-être qu'on peut prévoir, en tout cas, il y a déjà il y a un lien d'inscription. Peut-être voir pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous le faire savoir pour qu'on puisse vous envoyer ce lien d'inscription et recevoir le lien pour le webinaire pour avoir plus d'informations concernant ce programme. Voilà. Merci Marine. Alors, on peut également en fait même faire le lien en fait avec Marine puisqu'on n'a pas, je me rends compte qu'on n'a pas mis ton mail, mais on peut également faire le lien si besoin. Ça marche. Merci beaucoup, Elena. Merci Marine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sinon, donc, je poursuis donc, avec les outils donc, créés par la Régalante et qui sont mis à votre disposition, donc à la disposition des professionnels. Il y a tout d'abord, vous la connaissez peut-être, il y a d'abord la carte papier. Donc, c'est une carte qui a été créée au lancement de l'itinéraire. Donc, il s'agit d'une carte d'inspiration. Ce n'est pas une carte pour se guider sur le terrain, mais en tout cas, c'est une carte qui plaît beaucoup parce qu'en fait, elle a un format original, parce qu'elle est jolie. Et donc, elle est disponible dans tous les offices de tourisme le long de l'itinéraire. Donc, si besoin, vous pouvez aller vers les offices de tourisme et faire la demande de cette carte. Il y a également le Topo Guide Chamina qui est sorti en 2025. Donc là, il a été publié en 2025. L'itinéraire a été parcouru par l'auteur du Topo Guide. Vous y trouvez le détail des étapes. Il y a aussi une sélection d'hébergements pour la majorité labellisés accueil vélo. Il y a aussi une sélection de loueurs réparateurs. Voilà, c'est le seul guide dont dispose la Régalante, c'est le Topo Guide Chamina.
Et donc là, plus récemment, Gaëtan, qui est intervenu d'abord l'année dernière pour la création de contenu et publication sur ses réseaux sociaux, donc au 1er février, donc c'est tout frais. Il vient de publier un livre donc sur son expérience couplée Vélocénie-L'arrêt Galante. En fait, il est parti de Paris, il a parcouru la Vélocénie, il a continué avec L'arrêt Galante. Donc là, il vient de publier un livre qui est sous la forme d'un carnet de voyage, donc au quotidien avec lui, jour par jour, son expérience et aussi retour d'expérience plus spécifique, pardon, sur le côté service, sur le côté pratico-pratique des 2 itinéraires. Donc, il est d'ores et déjà en fait disponible sur Internet. Et c'est également ce livre il sera présent et sera présenté au Festival international du vélo d'Angers, dont je vous ai parlé. Donc, Gaëtan sera là et présentera aussi ce livre. Et en termes d'outils, donc notre présence sur Internet aujourd'hui, elle se fait essentiellement sur le site Internet de France Vélo Tourisme, donc la page Internet de L'Arrêt Galante. Et donc là, vous trouvez l'ensemble des informations, vous trouvez l'itinéraire, le GPX à télécharger, le dénivelé, type de voie. Donc tout ce qui concerne L'Arrêt Galante, aujourd'hui, on le trouve sur le site de France Vélo Tourisme, qui est le site de référence en France pour le voyage à vélo. Et donc, vous avez sur les côtés des petits boutons qui permettent qui permettent d'afficher aux clients, en fait, qui permettent d'afficher les hébergements qui sont labellisés accueil vélo, les loueurs, réparateurs accueil vélo, les gares, offices de tourisme, les sites de loisirs, les points d'intérêt, les marchés, etc. et les restaurants accueil vélo. Donc voilà, c'est le site outil pour la clientèle et aussi pour vous en tant que professionnel pour renseigner les clients. Donc aujourd'hui, tout est sur ce site de référence. Et par la suite, il y aura aussi sur cette même page, je ne l'ai pas spécifié, il y aura un petit bouton rouge qui permettra aussi de signaler les anomalies que les clients peuvent rencontrer sur l'itinéraire. Donc c'est en cours aussi de travail, c'est aussi un projet de 2026, c'est de faire apparaître ce bouton pour signaler les anomalies rencontrées sur la voie. Et donc, en termes de fréquentation de la page L'Arrêt Galante sur le site France Vélo Tourisme, donc en 2025, on se maintient dans le top 11 des pages les plus fréquentées sur plus de 70 itinéraires, donc c'est plutôt encourageant pour L'Arrêt Galante. Et il y a eu effectivement une baisse par rapport à l'année de pic de l'inauguration, mais en tout cas, on se maintient dans le top 10 des itinéraires. Et idem pour le GPX, donc le GPX téléchargeable depuis la page France Vélo Tourisme de L'Arrêt Galante. Donc là, on est en 3e position pour le 3e GPX le plus téléchargé. Alors, on a quelques questions ou remarques, Elena. Alors, une première sur est-ce qu'il y a une réglementation spécifique pour les hébergements qu'a présenté Marine? Alors, Sophie a mis le lien du webinaire dans la conversation, donc peut-être aller directement vous inscrire sur ce webinaire si vous souhaitez plus d'informations. Et il y a aussi le contact de Marine dans le fil de discussion. Une remarque de Benoît du Vent dans les rayons qui confirme que la carte est un gros succès, que les clients auxquels il l'a distribuée, il y a vraiment un effet waouh garanti. Bon, on a toujours des très bons retours sur cette carte, effectivement. Une question de Pascal sur comment se procurer le Topo Guide Chamina. Alors, le Topo Guide Chamina, il est disponible en fait dans toutes les librairies physiques. Il est disponible aussi en ligne. Donc, il est largement disponible en fait, à la fois sur Internet et dans les librairies. Et puis, on a une question, enfin, une remarque. Et par contre, je reviens juste sur le guide Topo Guide Chamina. On n'a pas fait de commande commune non plus à l'échelle de l'itinéraire, mais ça peut être quelque chose qui peut s'envisager s'il y a des besoins spécifiques. Et puis une remarque qui devait être certainement sur le livre le carnet de voyage de Gaëtan, quelqu'un qui dit que ce serait bien de l'avoir en dédicace en médiathèque. Donc là, ça peut être voilà, les médiathèques qui souhaitent l'accueillir et le solliciter, ça peut être une idée, effectivement.
Oui. En tout cas, moi, je serai présente au festival. Je vais rencontrer Gaëtan et c'est à la fin du mois aussi que je vais prendre connaissance. Donc, je peux faire remonter aussi ce type de besoin, donc qu'il puisse venir en dédicace dans les médiathèques. C'était bien ça. Oui, 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 ouais. Et c'est tout pour les questions pour le moment. D'accord. Mais je prends. Super, merci. Ben, nous allons passer à la partie accueil vélo et je laisse la main à Élise et Sophie, ou Sophie et Élise. Oui, bonjour à tous. Donc, un petit zoom sur Accueil Vélo. Donc, Accueil Vélo, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est avant tout donc, un label national qui a été conçu pour faciliter les séjours des voyageurs à vélo. Son objectif il est simple, garantir un accueil de qualité tout au long des itinéraires cyclables en France, avec des services et des équipements vraiment adaptés aux besoins des cyclotouristes. Pour les voyageurs à vélo, donc y compris les visiteurs étrangers, c'est un repère de confiance. Le label les rassure donc sur le niveau de service qu'ils vont trouver et ça leur permet de voyager donc plus sereinement. C'est une promesse en fait de bénéficier d'un accueil soigné avec des services adaptés donc pour les touristes à vélo partout sur le territoire. Donc c'est un label qui s'est imposé progressivement comme une référence nationale. Il est né en 2008 par le CRT, donc Centre Val-de-Loire, pour structurer l'offre de services donc le long de la Loire à vélo. Il s'est ensuite déployé à l'échelle nationale en 2012. Et en 2025, donc l'année dernière, on comptait plus de 10 000 établissements labellisés en France. Et il y a un objectif clair qui est d'atteindre 20 000 labellisés d'ici 2030. Donc c'est un label qui repose sur un pilotage à 3 niveaux. Donc il y a des copropriétaires, donc le CRT, donc Comité régional du tourisme Centre Val-de-Loire, et France Vélo Tourisme, qui assure un petit peu la vision et le cadre national. On a également donc, des référents qualité. Donc eux, ce sont les contacts de proximité, les personnes généralement dans les offices de tourisme qui vous accompagnent, donc qui accompagnent concrètement les professionnels qui souhaitent se lancer dans la démarche de labellisation. Et il y a également les animateurs. Donc les animateurs aujourd'hui, donc nous avons Élise qui représente pour le département 44 et pour le 35, donc c'est moi-même. Donc notre rôle, nous, c'est de faire vivre en fait le réseau, coordonner les référents qualité et d'assurer le lien donc avec les propriétaires de la marque. Accueil vélo. Alors, qui peut devenir Accueil vélo? Donc ça, c'est un label qui s'adresse quand même à une grande diversité d'acteurs touristiques. Alors d'aujourd'hui, donc il y a 7 catégories de professionnels du tourisme qui peuvent y prétendre. Donc on a d'abord les hébergeurs. La seule condition quand même pour les hébergeurs, c'est d'être soit classé donc par Atout France, donc ça concerne les meublés, les hôtels, les campings, ou alors être labellisé. Donc ça peut être un label reconnu au niveau national, donc ça peut être Gîtes de France, Clé Verte, voilà, on en a plusieurs. Ensuite, donc tous les professionnels du vélo, donc c'est-à-dire les réparateurs et loueurs de vélo, évidemment, donc c'est des personnes essentielles pour les voyageurs. Le label concerne aussi toute la restauration. Donc, ça peut être des restaurants, des brasseries, des guinguettes également qui peuvent prétendre au label, des boulangeries, des food trucks. La seule condition, c'est de proposer donc, une offre de restauration sur place. On retrouve également donc, les sites de visite, les activités de loisirs qui permettent aux cyclistes de faire une pause ou de découvrir le territoire ou de prolonger leur séjour. Et enfin, on a aussi les offices de tourisme qui jouent un rôle clé dans l'accueil et l'information auprès des voyageurs à vélo. Donc c'est un label qui n'est pas réservé à un seul type d'établissement, c'est un réseau d'acteurs complémentaires. Ensuite, quel que soit le type d'établissement, donc il y a des critères communs à tous les labellisés accueil vélo. Il y en a 7. Le premier critère, bien évidemment, c'est la proximité avec un itinéraire vélo. Bon, ici, on est concerné vous êtes tous concernés par la Régalante. Le deuxième critère, donc c'est des critères socles, c'est indiquer clairement, que ce soit sur son site web ou sur les différents supports de com que vous pouvez mettre en place, une information qui permet de rejoindre facilement depuis votre établissement l'itinéraire concerné. L'autre point essentiel, c'est un accueil chaleureux et personnalisé. C'est vraiment ce qu'attendent les voyageurs, c'est ce qu'ils retiennent en premier. Après, on est plus sur du côté pratique. Le label doit garantir un stationnement de vélo sécurisé, que ce soit sous forme d'un abri, fermé ou des arceaux.
hein, implantés sur le domaine public. Donc ça concerne peut-être plus les restaurateurs. Euh, il faut aussi avoir la possibilité, en fait, pour les voyageurs à vélo, de recharger donc les batteries, que ce soit les VAE, hein, donc vélo à assistance électrique, les téléphones ou leur GPS. Les cyclistes doivent également pouvoir déposer leur sacoche, hein, en toute tranquillité, que ce soit dans une consigne, à travers une consigne, un local ou un espace dédié. Et pour finir, eh ben, leur proposer un kit de réparation, hein, qu'il faut que ça soit mis à disposition des voyageurs à vélo pour faire face aux petits imprévus. Voilà, à partir de ce socle commun, en fait, chaque catégorie donc, de professionnels, donc ceux qu'on vient de voir là, doivent ensuite répondre à des critères spécifiques adaptés pardon, à leur activité. Maintenant qu'on a une vision un petit peu plus claire, je vais laisser la main donc à Élise qui va vous présenter un petit peu les avantages et pourquoi rejoindre ce réseau de professionnels, enfin, de labellisés. Voilà, donc voilà quelques arguments pour vous motiver à rejoindre le label, hein. On a encore des trous dans la raquette sur la Régalante. On a encore besoin de qualifier une offre vraiment adaptée pour les cyclotouristes le long de l'itinéraire. On a encore des secteurs où on manque de prestataires vraiment identifiés et labellisés. Et on voit sur les autres itinéraires que vraiment Accueil Vélo a une bonne reconnaissance et est bien identifié. Donc c'est important qu'on résolve ces trous dans la raquette que l'on a encore le long de l'itinéraire. Donc, Accueil Vélo, ça peut vous permettre de développer votre activité sur les ailes de saison aussi. On voit qu'il y a une forte fréquentation pendant l'été, mais la fréquentation sur la Régalante, elle commence dès les vacances d'avril et peut s'étaler jusqu'en octobre aussi. Donc, voilà, et, ça permet d'étaler aussi l'activité. C'est s'engager aussi dans une démarche de tourisme durable, vertueuse, des gens qui vont pas venir en voiture, qui vont venir à vélo. Donc, en matière d'impact dans les territoires, c'est un tourisme qui est doux, qui est vertueux. C'est s'inscrire aussi dans un secteur qui est quand même en pleine croissance, hein. Depuis le Covid, on voit qu'on est sur une croissance importante du tourisme à vélo, une croissance douce, hein, mais qui continue encore. On était sur une belle année en 2025 avec une météo qui a vraiment permis le voyage à vélo. Donc c'est un tourisme qui fonctionne très bien. Et puis, ça permet de répondre aux attentes des cyclotouristes aussi, vous d'avoir un guide pour mettre en place des petites choses qui vont vraiment correspondre aux besoins des cyclotouristes. En suivant le référentiel d'Accueil Vélo, finalement, vous avez un peu votre feuille de route pour bien répondre à leurs besoins. Et puis, c'est en termes d'avantages aussi, ça vous permet d'intégrer un réseau. Alors, selon chaque département ou région, il y a des dynamiques de réseau qui sont spécifiques avec parfois des rencontres, des éductours, des rendez-vous, de l'information qu'on vous envoie aussi. Mais voilà, ça permet de d'intégrer une dynamique, d'être visible auprès des voyageurs à vélo, hein, de remonter sur France Vélo Tourisme, de bien être identifié comme vélo-friendly auprès des offices de tourisme, hein, qui vous mettront systématiquement en avant quand vous êtes à Accueil Vélo. Et puis, dès qu'il y a des topo guides qui sortent, les éditeurs nous demandent toujours la liste des prestataires Accueil Vélo. Et donc, on fournit, ça permet de bien remonter dans les topo guides lorsqu'il y a des éditions. Et puis, ça permet de qualifier son offre, de se démarquer aussi par rapport au service qu'on a mis en place et une reconnaissance aussi. Voilà. Donc, pour devenir Accueil Vélo, il y a différentes étapes. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre office de tourisme, hein, qui saura vous guider. Il y a aussi un formulaire en ligne, je vais vous mettre le lien juste après, qui permet de faire une demande et ça arrive directement ensuite sur le bon territoire. Et nous, ça nous permet d'avoir toutes les infos pour pouvoir revenir vers vous et étudier si vous êtes éligible, hein. C'est la troisième étape. Comme le disait Sophie, voilà, pour les hébergements, par exemple, il y a ce classement qui est nécessaire. Donc, nous, dans un premier temps, on regarde si déjà vous êtes éligible. Et puis, si vous êtes éligible, il y a un référent qui vient sur place faire une visite conseil et de labellisation. Et ensuite, on vous fait un retour, soit c'est OK, tout est en place et on vous labellise, soit il y a des petits ajustements à faire et on vous laisse un peu de temps pour les mettre en place, soit on voit que voilà, ça colle pas et du coup on s'arrête là pour le moment. Donc la labellisation, elle dure 3 ans et c'est un coût de 200 € pour être labellisé.
Voilà pour accueil vélo. Alors, on va voir s'il y a des petites questions. Alors, quels sont les secteurs où vous avez des trous au niveau des hébergements? Alors, moi, je vais parler pour la Loire-Atlantique. On a encore, sur la partie Nantes, on est OK, jusqu'à Nord-sur-Erdre. On est bien, c'est vraiment au-dessus de Nord-sur-Erdre, entre Nord-sur-Erdre et Châteaubriand, jusqu'à Soulvache, où là, on n'a pas beaucoup d'offres, hein. On a encore besoin de monter en puissance sur l'offre. Et ce coût de 200 euros, eh bien, il permet alors à la fois d'alimenter Accueil Vélo et donc France Vélo Tourisme, ce grand site web, et puis de mettre en place aussi des actions pour à la fois les itinéraires, des animations de réseau. Voilà, c'est un coût qui reste relativement faible quand même pour 3 ans. Généralement, notamment pour les hébergements, voilà, ils s'y retrouvent très largement, hein, surtout sur des itinéraires qui sont pas sur le littoral, voilà, qui sont, voilà, en général, ils s'y retrouvent très largement. Mm. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sophie, sur les trous dans la raquette Oui, côté Ille-et-Vilaine. oui, côté Ille-et-Vilaine, nous, ça va être plutôt entre Fougères et Vitré. Sur cette portion-là, on a peu de labellisés. Sur Vitré, on en a un petit peu. Et pareil, un petit peu au sud de l'itinéraire, en fait, hein, Vitré jusqu'à la frontière du 44. Voilà, on a très peu d'hébergements labellisés. Donc, voilà, je vous ai mis le lien pour vous rendre compte, un petit, ça peut être toujours intéressant pour voir un peu, pour vous situer, le lien sur France Vélo Tourisme qui vous permet, en fait, après, vous venez cocher dans les paramètres tous les hébergements labellisés Accueil Vélo. Comme ça vous permet de vous rendre compte, vous, par rapport à votre secteur, qu'est-ce qu'il y a à proximité, et puis surtout quel type aussi d'hébergement peut être proposé. C'est bien d'avoir justement une offre aussi d'hébergement varié, c'est-à-dire pas que des hôtels. Voilà. Et on a une clientèle voilà, qui peuvent rechercher aussi bien du camping, mais bon, la nuit d'après, un peu plus de confort, donc une nuit en hôtel. Voilà. Donc ça permet un petit peu de vous situer. Et puis, il y a une question sur les prix, l'harmonisation des prix à la nuitée. Alors, il n'y a pas, il y a aucun critère sur le prix, hein. On a, par exemple, sur la Loire à vélo, voilà, des clientèles très haut de gamme, avec des prestations très haut de gamme, avec des prix très forts. Voilà, c'est chaque prestataire adapte sa politique de prix. Ce qu'on suggère juste, mais vraiment là, c'est libre à chaque prestataire de l'appliquer ensuite, c'est de mettre en place une tarification incitative pour les gens qui ne viennent pas en voiture, qui viennent en vélo ou par des modes décarbonés. Voilà, donc c'est plus de l'incitation, mais il n'y a pas de critères prix. Et combien de temps avons-nous pour faire le renouvellement d'un accueil vélo arrivé à échéance? Eh bien, généralement, le référent va prendre contact avec vous et on essaie de faire le renouvellement dans l'année pour vous renouveler. Voilà. Pas de stress, on prendra contact avec vous pour faire le point sur votre envie de poursuivre et de renouveler et refaire une visite de renouvellement. Bon, bah super, bah merci Élise. Et ben, après avoir vu les avantages donc, de ce label, je vous propose maintenant de passer à quelque chose de très concret en laissant la parole donc, à Pascal Roussel qui va vous présenter un petit peu un retour d'expérience sur le camping donc, de Martigny-Ferchaud qui a été labellisé Accueil Vélo il y a peu. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous faire un retour d'expérience sur notre expérience en tant que camping municipal. Alors pour resituer de façon géographique, Martigny-Ferchaud se trouve vraiment sud, extrême sud de l'Ille-et-Vilaine, à la frontière du 49, du 44 et du 53. Et puis pour resituer sur la Ré-Galante, nous on se situe vraiment au plein milieu de l'itinéraire de la Ré-Galante. Donc Martigny-Ferchaud possède un camping municipal dont j'ai la gestion et donc c'est un petit camping municipal classé 2 étoiles qui se situe au bord d'un étang, l'étang de la Forge, qui est un espace naturel classé assez apprécié du coup pour son écrin de verdure. C'est un emplacement de 40 emplacements. Voilà. Donc nous, depuis 2024, donc le lancement de la Ré-Galante, effectivement, on a vu des fortes répercussions du coup sur les fréquentations de notre camping. Et cela donc dès la première année, puisqu'on a doublé par 2 du coup nos fréquentations au niveau des campeurs.
sur cette saison 2024. On a également notifié du coup beaucoup de demandes en dehors des périodes d'ouverture. Habituellement, on ouvrait le camping sur l'été, donc sur le mois de juillet et d'août. Et puis, on a été un peu pris de court et un peu surpris, puisque dès le mois, effectivement, d'avril, on a commencé à recevoir un bon nombre d'appels de cyclotouristes qui souhaitaient réserver, en fait, des nuitées sur notre camping. Alors, on n'a pas été en mesure de pouvoir les accueillir. Monsieur le maire avait quand même, du coup, permis à ces cyclotouristes de pouvoir planter la tente sur le camping, bien qu'il n'était pas ouvert. En tout cas, ce n'était pas satisfaisant et donc il y a eu une vraie réflexion avec l'équipe municipale pour pouvoir se tenir prêt pour cette saison 2025 et donc s'est posé la question rapidement de comment améliorer la capacité d'accueil et puis répondre aux attentes de ce nouveau type de touristes que sont les cyclos. La première décision, ça a été évidemment du coup de étendre la plage d'ouverture du camping en ouvrant le camping municipal dès la mi-avril 2025 et de prolonger comme ça l'ouverture jusqu'à la fin septembre pour répondre justement à cette forte demande sur la période hors été. Et puis également, c'est poser la question de comment rendre le séjour sur le camping de Martigné agréable, confortable, adapté du coup aussi aux besoins des cyclotouristes. Et donc, ont été mis en place du coup tout un tas d'aménagements. Voilà, que vous pouvez voir ici sur le slide. Le premier du coup emménagement, c'est la mise en place d'hébergements. Puisqu'on avait beaucoup de demandes de cyclos qui souhaitaient savoir si on avait des bungalows, des cabanes, des choses comme ça. Donc, la commune a investi du coup dans l'achat de 2 tentes lodge que vous pouvez voir là en haut à droite. C'est des genres de grands tipis toilés du coup qui sont aménagés pour 2 personnes. Donc, à l'intérieur, on va y trouver 2 lits, une table, des chaises. Et puis voilà, tout le nécessaire pour pouvoir passer une nuit confortablement du coup dans ces tentes. Donc, 2 achats de tentes lodge. On a également du coup installé un bungalow qu'on avait à disposition et qu'on a réaménagé et réattribué du coup à une fonction de cuisine aménagée dans laquelle on va pouvoir trouver l'évier, le frigo, le micro-ondes, une plaque de cuisson, des couverts, des ustensiles, des choses comme ça. On a même installé également un sèche-linge puisque ça avait été une forte demande du coup des cyclos en 2024 de pouvoir faire sécher le linge. On se rappelle quand même qu'en été 2024, la météo n'a pas été super clémente. Voilà, donc c'est des équipements qui ont été assez appréciés. On a également mis en place un abri pour le repas des cyclos, donc avec un système de barnum. Là, qu'on va faire évoluer du coup cette année avec un hébergement, un système d'abri en dur, toujours destiné au repas des cyclotouristes. Voilà, on a également travaillé sur la mise en place d'équipements pour le stationnement des vélos. Voilà, un garage à vélo également que vous pouvez voir dans le coin en bas à droite, donc sécurisé, dans lequel les cyclotouristes peuvent mettre en sécurité leur vélo pendant la nuitée. Tout ça déjà a répondu pas mal du coup à une volonté qu'on avait, c'était de passer également la labellisation Accueil Vélo pour l'ouverture de la saison 2025, ce qui a été chose faite avec quelques aménagements du coup que Marine a précisé notamment sur notamment voilà, l'équipe de réparation, une petite station de lavage pour vélo, des choses comme ça. En 2025, on a également enregistré une hausse des fréquentations du coup au niveau du camping, alors qu'ils n'ont pas été doublés, mais on a augmenté de 30% à peu près les fréquentations des cyclotouristes par rapport à 2024. Donc, on continue à avoir du coup une hausse progressive des fréquentations des cyclos, peut-être notamment via cette visibilité que nous offre le label Accueil Vélo via le référencement sur France Vélo Tourisme. Voilà, et puis début août 2025 a été installée également la cabane Talou du Haut. Donc c'est une cabane qui a été achetée du coup par Réchauffer Communauté et qui est mise à disposition au camping de Martigny-et-Ferchaud. Donc on a eu la chance de pouvoir bénéficier de la première cabane Talou du Haut suite à l'appel à projet cabane tout chemin.
Voilà, donc on en est vraiment très satisfait. Et puis les retours des cyclotouristes sur cette cabane sont très positifs. Et de façon très générale, du coup, nous, sur le camping de Martigny-Ferchaud, on a eu vraiment des retombées très positives et de retours très positifs en fait, des usagers sur les différents équipements qui ont été aménagés sur le camping. Voilà, donc nous, on va continuer sur Martigny-Ferchaud, du coup, de travailler en ce sens pour améliorer l'accueil des cyclotouristes. On va notamment investir dans un logiciel de camping un peu plus performant, puisqu'on passe de petit camping, municipal, qui reste toujours un petit camping, mais en tout cas avec des fréquentations qui, on le voit, du coup, sont vraiment sur une évolution constante. Donc voilà, on va également permettre de débloquer du coup un système de réservation et de paiement en ligne pour pouvoir un peu plus automatiser du coup l'accueil des cyclos. Et puis voilà, on continue à travailler sur l'amélioration des équipements. Voilà. On a juste un message de félicitations d'Estelle Vanderbroek qui coordonne le projet Traversée Bretonne, qui est un itinéraire qui fonctionne bien avec, avec l'arrêt galante, voilà, qui est en grande boucle, est intéressant à valoriser. Et une autre question, proposez-vous également de la petite restauration ou une épicerie de dépannage? Où y a-t-il tout ce qu'il faut dans la commune? Alors, il y a sur la commune, du coup, tout un nombre de commerces en fait qui permettent effectivement de la restauration. Nous, sur le camping municipal, on se contente d'avoir un petit coin vente où on va venir vendre café, thé, des boissons, des glaces, des choses comme ça. Effectivement, la réflexion des élus autour de la mise à disposition d'une petite épicerie, de première nécessité est en cours, et notamment en partenariat avec des commerces locaux. Eh bien, super, très bonne transition, j'ai envie de dire. Merci pour la question posée. Merci Pascal. Avec plaisir. Effectivement, là maintenant, on va rester encore dans le concret avec Marie qui va nous présenter en fait Thibocal, qui est une entreprise située dans le 22, donc entreprise régionale, pas située pas très loin, qui propose en fait une solution donc de restauration pour les hébergeurs. Parce qu'il faut savoir que justement, dans l'un des critères spécifiques pour les hébergements labellisé Accueil Vélo, c'est de proposer le soir une offre de restauration. Donc, soit sur place, soit à proximité, de mémoire, à moins de 1 km. L'idée, c'est pas que les voyageurs à vélo, les cyclotouristes reprennent le vélo plus de 5 km pour pouvoir aller manger. Donc, ma Marie, je te laisse la main pour nous présenter ta conserverie artisanale. Merci Sophie. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Marie Janet. Moi, je suis la gérante de Thibocal, mais je suis aussi propriétaire de chambre d'hôtes. Et c'est du coup, par rapport à cette expérience de propriétaire de chambre d'hôtes, qu'on s'est posé la question de comment proposer une restauration en fait pour les réservations de dernière minute ou pour les clients qui n'ont pas anticipé leur repas le soir et qui nous demandent à manger. Et c'est là où la conserve, en fait, a été la solution qu'on a publicité, puisqu'en fait, les produits sont disponibles, mais on n'a pas de risque de perte. Donc, c'est une solution clé en main. Ça nous a permis, en fait, d'avoir toujours de la disponibilité. Et le fait de créer Thibocal, ça nous a permis de promouvoir l'artisanat breton et la gastronomie, du coup, de notre secteur. Donc, en fait, à travers notre conserverie, ça nous permet de proposer un concept qui est testé et validé, puisqu'on est les premiers utilisateurs de nos bocaux pour la restauration de nos locataires. Donc, les valeurs qu'on a voulu porter à travers Thibocal, c'est déjà le fait maison et l'artisanat, puisque vous verrez après, on maîtrise nous-mêmes la production des produits puisqu'on a notre propre laboratoire, donc tout est fait maison. On a aussi voulu donc avoir une démarche un peu clean label et éco-responsable. Donc, on a choisi de travailler avec des ingrédients qui sont sans additifs, sans conservateurs. Au niveau de l'entreprise, on a mis aussi des démarches éco-responsables. On a des panneaux solaires, on trie. On a aussi au niveau de la gestion de l'eau pour les sanitaires, on utilise de l'eau non potable. Voilà, on a aussi mis en place ces démarches-là. Au niveau de nos produits, donc, on a fait le choix de travailler sur déjà des produits frais, des produits de saison. On travaille au maximum en direct avec des producteurs. Sur la viande, on est sur du porc qui est bleu blanc cœur. Voilà, on a vraiment un choix aussi au niveau de la sélection de nos matières premières qui est en accord avec les exigences notamment des consommateurs et des touristes. Et donc, on a une production qui est artisanale et bretonne puisqu'on est situé à Losquet-sur-Meux dans le 22.
Pour les établissements, nos produits ont un côté pratique puisqu'en fait, les bocaux sont prêts à consommer. Donc, ça permet à l'établissement d'avoir de la disponibilité sans avoir de main-d'œuvre spécifique pour proposer les produits. Ils permettent aussi d'avoir une offre sereine puisque c'est Thibocal qui maîtrise l'aspect sanitaire et les produits permettent une certaine flexibilité puisqu'on n'a pas de risque de perte grâce à une DLUO de 3 ans. Donc, comme je vous disais, on maîtrise entièrement la chaîne de production de Thibocal. On a voulu donc avoir des synergies avec les acteurs locaux au niveau de l'approvisionnement, mais aussi au niveau donc, de notre conditionnement. On travaille avec des entreprises pour l'étiquetage et les cartons qui sont situés aussi en Bretagne. Notre outil de production nous permet d'être autonome et donc du coup de pouvoir gérer les productions à la demande et également notamment développer des recettes en fonction des demandes de nos clients. Par exemple, le dalle, c'est un produit qui nous a été demandé par un hôtel qui était plutôt typé asiatique et qui du coup nous avait demandé de lui faire des plats asiatiques et ça nous a permis de développer ces recettes-là. On travaille aussi donc pour la commercialisation en direct avec nos établissements, ce qui nous permet de les accompagner notamment au niveau de la mise en place des produits, un accompagnement au niveau de la PLV et ça permet d'être réactif aussi pour les demandes et les envois des commandes. Je vais bien passer à la slide suivante. Donc, l'offre de Thibocal, elle se découpe en 2 gammes. Donc, les tartinables apéritifs. Donc, les tartinables, par exemple, dans le cadre de notre activité de chambre d'hôte, nous, c'est des produits qui sont très pratiques parce que les vélos, parfois, ils arrivent tôt. Donc, ça nous permet d'avoir une petite restauration à leur proposer quand ils arrivent dans l'après-midi, d'avoir une petite restauration à leur proposer avec une boisson. Et on a donc les bocaux repas qui, là, constituent un véritable repas. Nos bocaux, ils se découpent en entrée, plat, dessert. On a une diversité avec plus de 50 recettes, donc ça permet vraiment d'avoir une diversité de choix et de pouvoir proposer vraiment comme une carte de restaurant à nos locataires. Et nos produits ont été primés pour leur originalité et la qualité de nos recettes. Donc, on a par exemple des crumbles de légumes, du riolet au poivre de Timut. Ouais. Au niveau des forces donc, de notre concept, déjà, c'est que c'est un service qui est complémentaire. Ça permet aux établissements en fait, de faire de la vente additionnelle sans avoir de frais supplémentaires, donc pas de gestion de personnel spécifique à cela. Les produits, ils sont faciles à gérer, ils sont prêts à l'emploi, ils se gardent à température ambiante, donc on n'a pas d'investissement non plus par rapport à l'utilisation des produits. Ils sont en adéquation avec les attentes des clients puisqu'ils répondent voilà, un peu aux exigences qu'on peut retrouver au niveau du local, au niveau des produits clean, au niveau de la santé. Ils ne présentent pas de risque de perte pour l'établissement parce qu'ils se gardent avec une DDM de 3 ans, donc ça permet de gérer ses stocks. Et il n'y a pas de contrainte au niveau sanitaire ou personnel puisque c'est Thibocal qui porte l'aspect sanitaire. Le fait que l'entreprise soit à dimension humaine, ça permet d'avoir un suivi personnalisé. On est complètement à l'écoute de nos clients, on les accompagne au niveau de la PLV. Voilà. Et ça permet d'avoir une offre qui est vraiment personnalisée en fonction du type d'établissement. Et donc, on peut dire qu'on a une certaine satisfaction de clients puisqu'on a maintenant des établissements qui nous suivent depuis le début de Thibocal, donc depuis 10 ans. Voilà, si vous avez des questions. Alors, on avait une question pour le camping de Martigny sur le coût de l'investissement. Alors, je vois que Pascal a donné quelques éléments de réponse. Le coût de l'investissement pour le camping, environ 8 000 € d'investissement matériel hors main-d'œuvre, travaux réalisés en régie par nos services techniques. Voilà. Eh bien, merci Marie. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre ton contact dans le chat, comme ça, s'il y en a qui sont intéressés, il y a le site web de Marie, sachant que Marie livre partout en France, Oui. donc chez nous, sans problème. Merci beaucoup. Merci Marie. On va lancer un petit sondage juste avant la fin. Voilà, on vous invitera à répondre pour voilà, savoir si ce genre de format correspond à vos attentes et vos besoins. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Très bien, donc pas d'autres questions? Non. Mais je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire, donc on a réussi à tenir en 1 heure. Donc je voulais vous dire un grand merci pour votre participation, un grand merci pour tout le travail que vous faites autour de la Régalante. Donc nous 3, on vous remercie et on se tient à votre disposition pour tout type de questions, mise en lien, informations complémentaires. Donc vous avez là nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour répondre à vos questions ou apporter des informations. Un grand merci à vous tous. À très bientôt sur la Régalante.